Bien, pour cette deuxième séance du séminaire de philosophie du langage et de l'esprit, je suis très content d'accueillir Isidora Stojanovic, qui est directrice de recherche au CNRS et dont toute une partie des travaux ont concerné les thèmes que j'aborde dans le cours, notamment l'indexicalité, la façon dont on doit penser à ces mots comme je, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est ici aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va nous parler de ce qui est en fait le sujet qu'elle traite depuis maintenant un bon moment, c'est-à-dire la question de la valeur et de son expression dans le langage et la question des mots évaluatifs, etc. Et aujourd'hui, elle va nous offrir une tentative de caractérisation de cet aspect, disons, du langage. Merci Isidora, tu as la parole. Donc, je voudrais commencer par remercier François Recanati de m'avoir invité à présenter ses travaux. C'est un très grand honneur pour moi et une grande joie. Et donc là, on va s'intéresser à la question de savoir ce qu'est un terme évaluatif. Voyons. Donc la question, elle pourrait vous paraître très simple. Les termes évaluatifs, on a un peu l'impression que quand on les voit, on les reconnaît. Là, je vous donne un exemple d'une affiche d'un film. C'est un film des années 90, mais qui a été restitué en 4K. Et donc là, l'affiche, elle dit choquant, puissant, scandaleux, provoquant, érotique, phénoménal. Le film Crash de David Cronenberg. Donc tous ces termes-là, on a envie de dire, ben voilà un terme évaluatif, on les voit tous les jours, on les reconnaît. Et sur la même affiche, on peut voir le contraste entre une évaluation d'un film et des descriptions. Donc, si on compare Crash est un film choquant avec Crash est un film de David Cronenberg qui a eu le prix spécial du jury à Cannes, et dans la nouvelle restauration 4K sort au cinéma le 14 août. Donc, dans cette description-là, il n'y a rien d'évaluatif. Donc, on a de bonnes intuitions sur les questions de savoir ce qu'est porter un jugement de valeur, évaluer un film par opposition à simplement décrire des faits. Et je vais donner encore quelques exemples, juste pour commencer avec des exemples et sentir un peu nos intuitions. Donc là, on a vu quelques termes évaluatifs qui ne sont pas paradigmatiques, comme choquant, mais les termes évaluatifs paradigmatiques, on les reconnaît. C'est des termes comme bon, mauvais, bien, mal, joli, moche, etc. Mais évidemment, il y a un vocabulaire beaucoup plus riche. Donc là, on a un autre exemple d'un roman. Et peut-être que vous ne le voyez pas, mais donc il est décrit comme fort et bouleversant, âpre, rude, envoûtant. Donc encore des adjectifs qui portent cette idée d'évaluer. On a vu un film, un roman, etc. Ce ne sont pas toujours forcément des adjectifs, ce sont aussi des noms communs, comme une révélation. Et pour donner un exemple un peu plus négatif, donc on a ici un exemple d'un tweet à propos d'une reprise de la chanson Fever par Ariel Dombal. Donc il dit « Elle ne sait vraiment pas chanter, ça fait mal aux oreilles, un réel massacre ». Donc on a là des termes qui expriment une évaluation très négative, mais notez aussi qu'il y a un côté très pragmatique dans ces expressions beaucoup plus moins littéraires, comme ça fait mal aux oreilles, mais on voit encore mal comme quelque chose qui porte une évaluation négative. Donc tous les jours on se rencontre avec des évaluations, et la question à laquelle je m'intéresse, c'est de comment on exprime ces évaluations, ces jugements de valeur dans le langage. Donc, ce que je voudrais souligner, c'est que la question aurait pu paraître simple, mais elle n'est pas aussi simple qu'on aurait pensé. Donc, si on reprend l'exemple de Crash est un film puissant, donc puissant, là, dans cet énoncé, est un clair candidat pour un terme évaluatif.
Mais pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la signification de puissant? Ça, c'est pas évident. Non, on a plutôt envie de dire que là, le terme puissant est employé pour exprimer un jugement de valeur. Donc là, en l'occurrence, un jugement positif. Et donc une première piste, lorsqu'on se demande ce qu'est un terme évaluatif, c'est de dire que c'est un terme qui apparaît dans un jugement de valeur, et pas seulement qui apparaît dans l'expression d'un jugement de valeur, mais c'est le terme qui porte la prédication, donc qui vraiment est le porteur de ce qu'on dit d'un objet lorsqu'on exprime un jugement de valeur. Du coup, la question qui est complètement liée à celle de savoir ce qu'est un terme évaluatif, c'est de savoir ce qu'est un jugement de valeur. Sauf que là, la réponse n'est pas tellement évidente non plus. On a des exemples assez clairs des jugements de valeur. Si on dit qu'un film est excellent, qu'un repas est très bon, ou inversement qu'une performance est plutôt mauvaise, donc on a des jugements de valeur évidemment. Mais si on reprend un exemple comme X ne sait pas chanter, est-ce qu'on a vraiment des intuitions claires s'il s'agit d'un jugement de valeur ou pas? On a envie de dire que parfois, oui, c'est un jugement de valeur, mais pas forcément. Si je vous dis je ne sais pas chanter ou je ne sais pas programmer en Java, est-ce que je m'auto-évalue? Pas dans le même sens que lorsqu'on dit quelque chose de forcément positif ou négatif. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire, c'est un fait, on a simplement, on l'exprime, et ce n'est pas évident qu'on a forcément un jugement de valeur. Donc cela pour dire qu'on a des clairs exemples de jugement de valeur, aussi de termes évaluatifs, mais quand on veut vraiment voir comment on va décider si un jugement est un jugement de valeur ou encore si un terme est un terme évaluatif, c'est moins évident de ce que ça aurait pu paraître. Donc, du coup, mon exposé aujourd'hui vise à nous intéresser tous ensemble à cette question. On ne va pas forcément apporter des réponses claires, mais ce que j'ai envie de faire surtout, c'est d'étudier une distinction dans l'approche à la question d'évaluation, une distinction entre deux types d'approches. Une première famille d'approches, on va dire, donc, qui analyse l'évaluation en termes de la notion de valence. Valence, c'est la valence positive ou négative dans le sens qui nous intéresse, et on va voir ça plus en détail. Puis une autre approche, donc, qui ne se base pas tellement sur la question de valence positive ou négative, mais sur la notion de valeur. Et là encore, la notion de valeur est une notion, enfin, on peut dire que le mot valeur est un mot qui a beaucoup de sens, mais on va voir comment ces deux approches, en termes de valence et en termes de valeur, s'articulent. Et dans un second temps, ce qu'on va regarder, c'est vraiment les questions plus de langage, de savoir comment ces deux approches nous permettent de proposer des critères linguistiques qui vont nous dire si un terme est un terme évaluatif ou s'il ne l'est pas. Donc ça, c'est le plan de l'exposé d'aujourd'hui. Donc il s'agit à la fois d'un travail en cours, mais l'exposé s'appuie aussi sur quelques articles, dont un qui va apparaître, mais je travaille encore sur les dernières versions de cet article. C'est un chapitre pour le manuel d'Oxford de la philosophie du langage contemporaine. Et puis, surtout dans la deuxième partie où on va regarder les critères linguistiques de ce qu'est un terme évaluatif, il y aura quelques idées que je reprends de deux articles publié assez récemment, un avec mon collègue Andrés Soria Ruiz, qui s'intitule « Sur l'évidence linguistique pour l'expressivisme »,
puis un deuxième avec ma collègue Elsie Kaiser qui s'intitule En explorant la valence dans les jugements de goût. Donc après, je pourrais vous donner des références si ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'est les références bibliographiques de mon travail dont je reprends quelques idées pour l'exposé d'aujourd'hui. Donc, commençons. La valence. La valence, j'ai mis plus ou moins parce que c'est vraiment l'idée. Valence, c'est la distinction binaire entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Je répète, donc valence, c'est un mot qui a d'autres sens peut-être en chimie, etc., mais dans le sens qui nous intéresse. Donc c'est vraiment cette distinction binaire, positif ou négatif. Donc c'est une notion qui dans les travaux contemporains sur les jugements de valeur, cette notion est très présente. J'ai mis ici une citation du livre de Pekka Väyrynen, c'est un livre influent sur les questions de jugement de valeur, où il décrit plus ou moins les énoncés évaluatifs comme étant les énoncés qui transmettent de l'information à l'effet que quelque chose a un statut positif ou négatif, et il ajoute par rapport à un certain standard de référence. Donc pas forcément positif ou négatif intrinsèquement, mais donc il y a cette idée clé de positif ou négatif. En psychologie, le terme de valence, la notion de valence, elle est très importante aussi, parce que les psychologues ils s'intéressent à nos émotions, à nos états, et les états et les émotions sont souvent divisés en positif et négatif. La joie, c'est une émotion positive, la peur, la haine, des émotions négatives, donc une notion très importante en psychologie. Et puis, c'est aussi une notion très importante en philosophie morale. Et d'ailleurs, il existe un courant philosophique qui s'appelle, c'est plutôt une famille de théories en philosophie morale, en métaéthique. Donc, c'est des théories expressivistes qui sont vraiment ancrées dans ces idées de positif ou négatif. Donc là, j'ai repris une caractérisation de l'expressivisme par Elisabeth Kamp, donc, qui dit, donc c'est ma traduction, selon les expressivistes, quand je dis « tuer c'est mal », je ne décris pas un état d'affaires, mais j'exprime, ou je montre, ou j'avoue une attitude négative envers le meurtre. Et là encore une autre citation. Les expressivistes soutiennent que les énoncés moraux sont des dispositifs conventionnels pour exprimer des attitudes pro et contre envers des objets. Des attitudes pour et contre. Donc c'est une idée très, très répandue en métaéthique que émettre un jugement de valeur positif revient non pas à exprimer un fait moral ou à décrire des choses, mais vraiment revient à exprimer ses propres attitudes vis-à-vis de l'objet en question. Donc s'il s'agit d'un jugement positif, il s'agit d'attitudes positives comme le fait d'être en faveur, d'appuyer, de défendre voilà, une action ou une attitude. Et lorsqu'on émet un jugement moral négatif, comme lorsqu'on dit que quelque chose est immoral, donc selon les expressivistes, là, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime sa propre désapprobation de l'action en question. Donc, si on a comme notion clé cette idée de valence, on a une approche assez élégante à la question de
de dire de ce qu'est un terme évaluatif, on peut dire que les termes évaluatifs sont ceux dont le sens lexical, la signification en code ou au moins est associé à une valence positive. Donc là, on a des termes comme bon, excellent, beau, mais aussi un vocabulaire plus riche, généreux, élégant, attrayant. Donc tout ça, c'est des termes qui ont une connotation positive. Ou encore des termes dont le sens encode une valence négative, comme mauvais, horrible, du côté de la description des personnes égoïstes, cruelles, dans l'art on peut dire kitsch, etc. Donc là, on a aussi une belle correspondance entre cette approche à la question de ce qu'est un terme évaluatif avec une possible caractérisation des jugements de valeur. Donc et des énoncés évaluatifs. On peut dire que les énoncés évaluatifs sont ceux qui expriment des jugements de valeur qui, à leur tour, donc là j'ai mis présentent leur objet d'une façon positive ou négative, mais on peut élaborer ça de diverses façons, ou comme des expressivistes, on peut dire un jugement de valeur et un jugement par lequel le locuteur exprime une attitude positive ou négative. Et typiquement, les termes évaluatifs vont permettre à exprimer des jugements de valeur, et inversement, les jugements de valeur sont typiquement exprimés à l'aide des termes évaluatifs. Donc, on a une belle approche, sauf qu'il y a quand même quelques problèmes. J'en parlerai seulement de deux problèmes. Un premier problème, c'est de savoir comment déterminer la valence d'un terme. Donc, pour bon et mauvais, la question n'est pas difficile. Bon, évidemment, c'est positif, mauvais, c'est négatif. Mais pour quelques exemples qu'on a vus, que j'ai donnés tout à l'heure, comme par exemple généreux, comment sait-on que généreux est vraiment positif? Comment sait-on que égoïste est vraiment négatif? Qu'en est-il par exemple du terme puissant? Est-ce que c'est forcément positif, etc. Donc la question, comment détermine-t-on la valence d'un terme? Heureusement, il y a beaucoup de travaux en psychologie et en psycholinguistique où les psychologues ont fait des études très importantes où ils ont demandé à des participants à donner une valeur de valence pour un grand nombre de mots. Donc là, c'est transparent, on voit, il y a un des articles qui reprend donc ces résultats en psychologie par Amy Beth Wariner et ses collègues, donc, où ils ont regardé des mots en anglais, 14 000 environ, pas tout à fait. Et donc, il y a trois dimensions qu'ils ont regardées, celle de valence, de savoir si un mot a une connotation plus positive ou négative, puis deux autres dimensions, donc en anglais on appelle arousal et dominance, mais elles ne sont pas importantes pour nous aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, c'est donc qu'il existe ces bases de données, aussi bien pour l'anglais que beaucoup d'autres langues, où donc on a étudié les intuitions des personnes donc, concernant les mots et de savoir si les mots sont positifs ou négatifs. Cependant, ces travaux en psychologie, ce qui se comprend, se basent vraiment sur la notion de valence qui est celle de la valence de nos émotions, de ce qu'on ressent quand on est confronté avec un mot. Du coup, parmi les mots les plus négatifs, on a bien évidemment des mots qui sont liés souvent à la mort et à la maladie, donc des mots comme sida, leucémie. Moi j'ai rajouté Covid.
Donc ces mots-là apparaissent comme étant les plus négatifs, mais il s'agit de mots, de termes qu'on n'a pas du tout envie de décrire comme des termes évaluatifs. Si on dit que quelqu'un a le sida, on n'est pas en train de porter un jugement de valeur, d'évaluer quelqu'un. Évidemment, c'est triste. Et aussi, on dit qu'une personne est morte, c'est très triste, mais c'est en fait, il n'y a rien de plus factuel que cela. Et on n'a vraiment pas l'intuition qu'on veut classer des termes comme malade du sida ou mort, ou par opposition, enfin, des termes comme, qui expriment de la joie, comme soleil, etc. Ensoleillé, ce n'est pas forcément des termes les plus évaluatifs. Donc ça, c'est un premier problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser, disons que ces données en psychologie ne sont pas forcément le bon guide pour les philosophes qui s'intéressent à la question de comment on va exprimer un jugement de valeur. Et même plus généralement, lorsqu'on a des termes qui sont donc clairement positifs ou négatifs, ce n'est pas toujours équivalent à évaluer. Lorsqu'on dit Jean est heureux ou Jean est triste, on dit quelque chose évidemment de bien positif ou de bien négatif, mais on n'a pas ce sentiment de faire vraiment un jugement de valeur. Donc, ça c'est un problème. Et puis un deuxième problème, c'est la question donc, de savoir si ce qui paraissait au départ être une distinction binaire, donc on a commencé par l'idée que voilà, on a quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, et n'est après tout qu'une graduation. Donc cette idée que la valence, qu'il n'y a pas juste deux valences positives ou négatives, mais que la valence vient en degrés. Donc si on regarde à nouveau les données en psychologie, là, il y a cette idée qu'on utilise une échelle. Donc les psychologues, quand ils demandent aux participants de dire quelle est la valence d'un mot, est-ce que c'est positif ou négatif, ce qu'ils leur demandent, c'est de donner un numéro ou parfois de placer un curseur sur une échelle qui va de 1, négatif, à 9. Et donc, on a quelque chose qui ne nous donne pas une distinction nette qu'auraient aimé avoir, par exemple, les expressivistes qui vont dire que porter un jugement moral, c'est exprimer une attitude pour ou contre quelque chose. Donc on n'a pas simplement pour ou contre, on a plus positif, plus négatif, donc une continuité. Du coup, le fait que c'est une continuité où il y a donc deux extrêmes, mais il y a quand même beaucoup de choses au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va dire quand on regarde des termes qui ne sont pas vraiment aux extrémités? Donc là, un exemple auquel on s'est intéressé avec ma collègue Elsie Kaiser, c'est des antonymes comme facile et difficile, ou simple et complexe. Donc, quand on regarde les valeurs que les participants donnent à ces termes, facile est perçu comme étant plus positif que difficile. Donc, facile, c'est à peu près 3,78. Difficile, non, pardon, excusez-moi. C'est l'inverse parce que difficile est plus négatif, donc 3,78, facile 7,47. Donc comme paire d'antonymes, on va dire difficile c'est plus négatif que facile, mais néanmoins on n'a pas envie de dire que facile c'est simplement positif et difficile c'est simplement négatif. Pourquoi ?
parce que difficile, dans beaucoup de contextes, en fait, a un terme, a un sens positif, notamment lorsqu'on parle, par exemple, de jeux. Si vous regardez des forums où les joueurs parlent de jeux, si un jeu est décrit comme facile, ça va être forcément assez négatif, et au contraire, difficile, c'est quelque chose qui représente un défi, c'est positif dans ce contexte-là. Donc, là, on a cet exemple-là. D'autres exemples qu'on va peut-être voir tout à l'heure, c'est des mots comme intense, surprenant, etc., qui peuvent et souvent sont utilisés pour exprimer des jugements de valeur et des évaluations, mais sont tels qu'ils n'ont pas une valence vraiment portée par le sens du terme. C'est souvent selon de quoi on parle et dans quel contexte qu'on va savoir et on va décider si le jugement de valeur exprimé par ce terme est plutôt positif ou plutôt négatif. Donc pour résumer, cette idée qu'on peut s'intéresser directement aux mots et essayer de savoir s'ils sont plutôt positifs et négatifs est problématique parce que les jugements de valeur, on les exprime dans des contextes particuliers. Certes, le sens d'un mot va être une des questions clés pour décider si ce qu'on exprime est positif ou négatif, mais ce n'est pas le seul facteur et ce n'est pas un facteur qui est toujours prioritaire par rapport à d'autres facteurs. Donc, j'en termine ici sur cette première approche à l'évaluation qui repose sur la valence, et je passe à un autre type d'approche, donc qui ne va pas tellement se fonder sur des questions de positivité, négativité, mais plutôt sur la notion de valeur. Et on va voir bientôt que cette notion de valeur elle est liée à l'idée qu'on va placer des valeurs sur des échelles. C'est pour ça que j'ai illustré avec cette échelle de mesure. Donc la question de valeur, donc là on a une deuxième approche qui est prometteuse mais pas complètement évidente. Pourquoi? Parce que la notion de valeur, elle, est une notion qu'on étudie en philosophie et il n'y a pas un consensus de dire ce qu'est la valeur. Lorsqu'on parle de valeur en philosophie, une première esquisse de cette notion l'oppose à l'idée des faits du monde, des états d'affaires. Donc on peut reprendre l'exemple du départ et on peut comparer un énoncé comme Crash est un film puissant, où c'est un des meilleurs films des années 90, avec des énoncés comme Crash a été restauré en 4K, où Crash est interdit aux moins de 16 ans. Donc, on a cette distinction très naturelle entre l'idée que les énoncés en bas expriment des faits, quelque chose on peut savoir si c'est vrai ou pas en regardant comment le monde il est. On peut s'intéresser et voir ce qui a été fait dans le cas de ce film. Mais quand il s'agit de valeurs, donc ce ne sont pas des faits qu'on peut découvrir en regardant le monde extérieur, la réalité. C'est plutôt quelque chose sur quoi on n'a pas cet accès scientifique, empirique. Et si on dit que c'est un des meilleurs films, donc peut-être qu'on peut avoir l'intuition que après tout, c'est quelque chose dont on peut décider si c'est vraiment factuellement vrai ou faux, mais c'est une intuition que peu de gens ont et on a plutôt envie de dire que non, c'est pas quelque chose qu'on va décider ou découvrir en regardant les faits. Donc, opposition fait-valeur,
Et souvent, donc, une autre idée qui va avec, c'est cette idée que lorsqu'on est en désaccord, il y a deux types de désaccords. Il y a des désaccords sur les faits, et ces désaccords-là sont tels que l'un de nous deux a forcément tort. Donc moi, si je dis Crash a été restauré en 4K, et on me dit non, ce n'est pas vrai, imaginons que Grégory me dise non, ce n'est pas vrai, ben, on peut savoir qui a raison. Et en l'occurrence, j'ai raison. Mais si moi je dis Crash est un film puissant et Grégory me dit... Ben déjà, il ne va pas forcément dire non, ce n'est pas vrai. Il va plutôt dire quelque chose comme non, je ne suis pas d'accord ou moi je ne trouve pas que c'est un film puissant. Donc c'est un désaccord qu'on appelle des désaccords sans faute. On les appelle sans faute parce que si moi j'ai eu une expérience en regardant Crash qui m'a beaucoup marqué et ce n'est pas le cas pour mon interlocuteur, on a envie de dire que chacun de nous a raison ou on n'a pas commis une faute comme lorsqu'on affirme quelque chose qui est évidemment faux. Donc ça c'est un premier critère de cette distinction valeur-fait. Et un deuxième qui est discuté beaucoup en philosophie morale, c'est cette idée en anglais on l'appelle action guidance. C'est cette idée que lorsqu'on a des jugements de valeur, ces jugements vont motiver nos actions. Ils vont guider nos actions. Donc si moi je juge que Crash est un excellent film, ou si quelqu'un me dit c'est un excellent film et moi je me fie à mon interlocuteur, donc en acceptant ce jugement, ça me motive à aller voir le film. Ou inversement, si on me dit non, c'est un mauvais film, ça me motive à préférer aller voir d'autres films, ne pas voir ce film. Par contre, si on me dit que c'est un film restauré en 4K, en soi, ça ne me donne pas cette raison puissante que donnent des jugements de valeur de soit aller voir le film ou ne pas le voir. Donc il y a cette idée-là. C'est une idée controversée, mais quand même une idée qui a été exploitée en philosophie morale donc pour distinguer les jugements de valeur des jugements de fait, des jugements factuels. Donc on pourrait dire, évaluer, c'est une fois qu'on a cette notion de valeur, évaluer, c'est simplement assigner une valeur sur une échelle correspondante. Et là, je repasse encore au langage et j'ai donné 4 exemples assez triviaux pour illustrer un peu ces idées de valeur sur des échelles. Donc on va comparer à Béatrice Dalle est plus âgée que Sophie Marceau, Béatrice Dalle est plus belle que Sophie Marceau, Béatrice Dalle est âgée et Béatrice Dalle est belle. Donc dans les 4 cas, on peut décrire les énoncés comme plaçant ces deux individus, Béatrice Dalle et Sophie Marceau, sur des échelles. Donc si on a des cas de comparaison, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on a une échelle, dans un cas une échelle d'âge, dans l'autre une échelle de beauté, et on dit que Béatrice Dalle se situe plus en haut que Sophie Marceau sur ces échelles-là. Lorsqu'on dit simplement qu'une personne, comme dans cette occurrence-là, est âgée ou elle est belle, là encore, donc l'idée qu'ont eu des philosophes et des linguistes est qu'on n'est pas vraiment en train d'attribuer une propriété à un individu, on est à nouveau en train de dire que cet individu apparaît sur une échelle à un endroit qui se situe plus en haut d'un point à partir duquel une personne est considérée âgée
où une personne est considérée belle. Donc, si on prend ces idées de valeur sur des échelles à première vue, on aurait pu dire, ben voilà, tous les 4 énoncés sont évaluatifs, mais ce n'est pas la notion de terme évaluatif ou d'énoncé évaluatif qui est la plus attrayante. En fait, tout va dépendre un peu de la question de quel type d'échelle on a en vue. Si on regarde des échelles comme l'âge, la taille, enfin des échelles comme la valeur commerciale, par exemple, etc., on peut dire que ce type d'échelles-là sont des échelles, mais qui ont leur fondement dans les faits. Lorsqu'on compare l'âge entre les individus, on se base simplement sur les données comme la date de naissance des individus. Donc, c'est des faits qu'on peut décider facilement. Et on peut dire que du coup, placer des valeurs sur ce type d'échelle-là ne vont pas donner des énoncés évaluatifs dans le sens qui nous intéresse, parce que c'est des échelles, ce ne sont pas vraiment des échelles de valeur, alors que si on parle des échelles de beauté, d'élégance, de générosité, etc., on peut dire, ben là, c'est de vraies valeurs. Et c'est ce type-là d'échelle qui va nous permettre de décider si on a un énoncé évaluatif ou pas. Je remarque brièvement que si on s'appuie sur ce critère de désaccord sans faute, là, même si on dit que bon, l'âge, après tout, ça dépend de la date de naissance d'un individu, on peut avoir des désaccords sans faute sur des questions de savoir si on peut dire qu'un individu est âgé, parce que là, on peut être en désaccord sur la question de quel âge compte comme étant celui à partir du moment à partir duquel on va considérer comme âgé. Donc, l'idée là, c'est que même en utilisant une idée de départ en commun, comme celle d'attribuer des valeurs sur des échelles, on a plusieurs possibilités de faire des distinctions relativement fines entre ce qu'on va considérer comme un jugement évaluatif ou pas. Donc là, dans le temps qui me reste, un quart d'heure plus ou moins, je vais passer relativement, peut-être brièvement, sur des questions de critères linguistiques. Mais donc en gros, l'idée, donc ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il y a 2 approches plausibles à la question de savoir ce qu'est un énoncé évaluatif, ce qu'est un terme évaluatif, ce qu'est un jugement de valeur. Donc l'une qui repose sur la valence positive ou négative, l'autre sur l'idée d'assigner une valeur sur une échelle. Ces 2 approches peuvent inspirer des critères pour voir si on peut délimiter une classe de termes évaluatifs. Donc on va parcourir rapidement 5 critères, 2 liés à la notion de valence et 3 à la notion de valeur. Donc j'aimerais souligner que ces idées de critères linguistiques est une idée répandue en linguistique lorsqu'on s'intéresse à savoir comment on peut proposer des taxonomies sur la classification lexicale dans un vocabulaire, dans une langue, etc. Dans le travail qu'on a fait avec Elsie Kaiser, on a proposé 2 tests qui s'inspirent de cette idée de valence. Et un premier, l'idée de ce test est de regarder des paires minimales qui vont produire des intuitions assez distinctes de ce qui est du bon français, on va dire, ou pas. Donc l'idée, c'était de dire que si on a un terme évaluatif,
c'est-à-dire un terme clairement positif ou clairement négatif, ça n'accepte pas facilement la conjonction avec l'affirmation d'une attitude de valence opposée. Donc dire ce jeu est génial et je ne l'aime pas est bizarre. Je souligne dès le départ qu'on peut évidemment dire ce jeu est génial mais je ne l'aime pas. Ça c'est évidemment bien. C'est complètement possible d'attribuer quelque chose de positif à un objet, une personne, et de dire en même temps qu'on ne l'aime pas. Mais l'idée, c'est que si on va en même temps dire quelque chose de positif et exprimer une attitude négative, on doit marquer ce contraste et on va dire mais. Dire ce jeu est ennuyeux et je l'aime, c'est possible, mais ce n'est pas la meilleure façon de le dire parce qu'on va plutôt dire ce jeu est ennuyeux, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, après tout. J'aime bien les jeux ennuyeux. Par contre, avec des mots comme surprenant, plein de surprises, intense, difficile, simple, donc là, on n'a pas ce type de préférence de comment on va articuler une attitude de valence opposée. On peut dire ce jeu est plein de surprises et je ne l'aime pas, ce jeu est plein de surprises et je l'aime bien. Pareil avec intense, difficile, etc. Donc ça, c'est un premier test. Et puis un deuxième test qu'on a proposé, c'est l'idée de dire que si on a un terme évaluatif, donc là, l'idée c'est un terme dont la signification nous apporte déjà une valence positive ou négative, ce sera bizarre de rajouter quelque chose comme dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Si je dis ce jeu est génial dans le bon sens, vous me direz probablement qu'est-ce que tu veux dire dans le bon sens. Je veux dire, s'il est génial, ce n'est que bon. Il n'y a pas. Si on dit inversement ce jeu est génial dans le mauvais sens, là encore, vous serez quand même surpris. Qu'est-ce que ça pourrait dire, génial dans le mauvais sens? Bizarre, non? Ce jeu est ennuyeux dans le bon sens, pas impossible, mais à nouveau bizarre. Et pareil, pourquoi? Parce que dans un cas, on rajoute quelque chose qui est redondant, et dans l'autre, on a une sorte de contradiction. Mais avec des mots comme surprenant, intense, difficile, donc qu'on a caractérisé comme non étant évaluatif, on peut dire ce jeu est surprenant dans le bon sens ou il est surprenant dans le mauvais sens. Donc c'est tout à fait possible. J'ajoute que comme il s'agit d'un travail en anglais, l'expression qu'on a utilisée, c'est in a good way et in a bad way. Je passe maintenant à 3 tests qu'on a proposés dans notre article avec Andrés Soria-Ruiz. Et un premier de ces tests repose sur cette idée que les jugements de valeur nous motivent, guident nos actions. Donc on va regarder un exemple d'une délibération pratique. Donc je dois décider si je veux publier en libre accès, un article en libre accès. Les prémices, c'est que publier en libre accès, ça coûte de l'argent. Ça dépend des revues, mais on vous demande en fait de l'argent souvent pour publier en libre accès, et aussi que ça permet d'avoir un lectorat plus large. Et la question, c'est comment je vais passer de ces prémices-là à décider, oui, je veux publier en libre accès, ou non, je ne veux pas publier en libre accès. Il y a 2 types de prémices qui peuvent intervenir. Une première prémisse qui fait vraiment référence à mes désirs. Donc, si je veux vraiment un lectorat plus large, je veux publier en libre accès, voilà. Je ne veux pas dépenser de l'argent,
ça me conduit plutôt à décider de ne pas publier en libre accès. Donc, on intervient avec des prémices qui font appel aux croyances et désirs, surtout de l'agent. Mais là, donc, ce qui est intéressant, c'est que si on a un terme évaluatif, ça peut jouer le même rôle. Si je pense que publier en libre accès, accès libre est vraiment bien, est très important, est plus important que dépenser de l'argent, donc tous ces jugements-là vont me conduire à décider donc, de faire cela. Si inversement j'accepte le jugement que publier en libre accès est une mauvaise pratique, je pourrais faire ça. Donc ça va me conduire à ne pas le faire. Donc ce qui est intéressant là, c'est que les termes une bonne pratique, mauvaise pratique, etc., ont cette capacité de jouer, de prendre le rôle des prémices cruciales dans des délibérations pratiques. Et donc le test qu'on a proposé, c'est de voir si un énoncé peut jouer ce type de prémisse dans une inférence ou pas. Donc l'idée étant que lorsqu'on ajoute un énoncé évaluatif, on peut passer d'une prémisse purement descriptive à une conclusion qui est la décision de prendre une action. Puis je passe à deux autres tests qu'on a proposés, et là, c'est ces idées qu'on a vues un peu avec les questions de désaccord sans faute. Donc les tests vont faire appel au statut épistémique des énoncés évaluatifs. Donc une première observation, c'est que lorsqu'on a des énoncés évaluatifs, ce type d'énoncé ne constitue pas, à proprement dire, des mensonges. Si moi je viens de voir Crash, je sors de la salle et je dis « c'est un excellent film », mon interlocuteur qui l'a vu avec moi pourrait dire « je ne suis pas d'accord », mais si on me dit « non, tu mens », la seule façon d'interpréter cela, c'est que je ne suis pas sincère dans l'expression, dans l'énoncé que j'ai fait. Donc, on peut dire, imaginez, vous êtes conviés à un dîner et on vous demande ce que vous pensez du gâteau et vous dites « ah, c'est délicieux ». Si on vous dit « mais non, tu mens », c'est qu'on met en doute votre sincérité. Mais si vous trouvez cela délicieux, vous ne pouvez pas mentir dans le sens où vous pouvez mentir en disant, par exemple, vous avez apporté une bouteille de vin et dire j'ai payé cette bouteille 40 € alors que vous l'avez payée à 20 €. Donc là, l'idée du test, c'est qu'avec les jugements, les énoncés évaluatifs, on ne peut pas avoir des mensonges comme on pourrait en avoir avec des énoncés factuels, comme Crash a été restauré en 4K ou a eu un prix à Cannes. Et le deuxième test, donc, qui repose à nouveau sur ces idées de paire minimale et sur les questions de statut épistémique, va dire qu'avec les énoncés évaluatifs, on ne peut pas mettre en doute les connaissances de l'interlocuteur de la même façon que comme on peut le faire avec des jugements factuels. Donc si je dis Crash a eu le prix spécial du jury à Cannes, vous pouvez me demander « mais comment tu le sais ?» Et je réponds « je le sais parce que je l'ai lu dans le journal, etc. » Si je dis « Crash est un excellent film »,
à nouveau, si vous dites, mais comment tu le sais, ça doit être réinterprété comme demandant quelque chose de différent de ce que je dis vraiment. Donc, je peux dire, parce que je l'ai vu, mais donc on ne fait pas appel à des connaissances comme on fait avec des énoncés factuels. Ce qui est intéressant avec ces tests, c'est que ces tests-là montrent aussi que la propriété d'être évaluatif n'est pas forcément dans le sens lexical d'un terme, mais peut-être contextuel. Donc c'est quelque chose que j'ai évoqué au début de l'exposé. Mais quand on reprend l'exemple de puissant, j'avais déjà souligné au tout début que ce n'est pas forcément évident s'il s'agit d'un terme évaluatif ou pas. Si on dit que Crash est un film puissant, oui, on a envie de dire que c'est évaluatif. Pourquoi? Parce que c'est un jugement de valeur, etc. Mais peut-être qu'il y a d'autres usages où ce n'est pas évaluatif. Donc ce qui est très prometteur avec les critères qu'on a proposés, c'est que ces tests peuvent nous dire dans quel usage le terme est évaluatif ou pas. Donc je vous donne comme exemple Cronenberg est puissant. Voilà, tout simplement comme cela. En fait, c'est un énoncé ambigu, un énoncé où, en disant Cronenberg est puissant, je peux exprimer mon admiration des films de David Cronenberg comme étant un auteur qui produit des films puissants, qui impactent donc un jugement de valeur. Mais il y a aussi un sens où on peut dire Cronenberg est puissant dans le sens que cet individu, donc ce directeur, est une personne puissante dans son milieu. Donc là, si on dit comment le sais-tu, si je dis Cronenberg est puissant dans le sens, c'est quelqu'un qui a le pouvoir dans le cinéma d'aujourd'hui, François peut dire comment le sais-tu, et je dis j'ai un ami qui connaît quelqu'un dans le milieu et il m'a expliqué que Cronenberg a beaucoup de pouvoir, etc. Donc ça marche bien, ça montre que ce n'est pas évaluatif. Si je dis Cronenberg est puissant comme un jugement évaluatif sur ses films, comment le sais-tu ne marche pas. Et pareil avec moi. Donc ça nous ramène sur ces idées que les termes évaluatifs, donc on peut parler d'une classe, mais aussi de quelque chose qui peut varier d'un contexte à autre. Donc voilà, en guise de conclusion, ce qu'on voit ici, c'est un domaine très riche qui est aussi plutôt interdisciplinaire. Il s'agit des recherches en philosophie du langage, en sémantique linguistique, en psychologie, en philosophie morale. Donc on a une belle interdisciplinarité. Et depuis maintenant au moins deux décennies, il y a vraiment un intérêt accru pour ces termes évaluatifs, aussi bien en philosophie qu'en linguistique. Mais il reste la question de quelle est la meilleure manière de caractériser ces termes. Et donc ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas vous donner une réponse nette, mais j'ai surtout discuté cette distinction entre deux approches possibles, l'une qui repose sur la notion de valence positive ou négative, l'autre sur la notion graduée de valeurs, qui sont des valeurs sur des échelles, et que ces deux approches, les deux assez prometteuses, nous permettent aussi de proposer plusieurs critères linguistiques pour décider de comment on va classifier les termes et savoir s'ils sont évaluatifs ou pas.
Donc je vous remercie de votre attention.